Notre série de podcasts est consacrée à deux navires, l'Ariane et l'Andromaque, dont les capitaines n'ont pas été couverts de gloire. Certains corsaires plus valeureux sont entrés dans la légende, comme Jean Bart, René Duguay-Trouin ou Robert Surcouf, dont nous allons évoquer la carrière d'excellents marins. Sa statue, doigt pointé vers l'ennemi anglais, se dresse sur les remparts de Saint-Malo. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme devenu une légende. Un homme extraordinaire, que l'on a surnommé le tigre des mers. Car c'était un marin, mais pas n'importe quel marin, un corsaire. Son nom, Robert Surcouf, originaire d'un port breton, Saint-Malo. Il y est né le 12 décembre 1773. Tout jeune, déjà, il est attiré par la mer. Sur le chemin qui le mène à l'école primaire de Cancale, il s'arrête souvent pour rêver devant la baie et regarder les bateaux. Mais Robert n'est pas qu'un doux rêveur, c'est aussi un bagarreur. Après la classe, il n'est pas le dernier à se battre avec d'autres gamins et rentre souvent à la maison avec des vêtements déchirés. On te punit, tu recommences. Rien ne te calme. Eh bien, on va te dompter, mon garçon. Il est temps pour toi de faire ton entrée au collège de Dinan. L'éducation des pères jésuites te rendra moins fougueux. Lui dit son père, alors que Robert a 10 ans. Il pourra ainsi devenir prêtre, comme le souhaitent ses parents. Au début, Robert reste tranquille, mais bientôt son penchant naturel pour la bagarre reprend le dessus. Fatigué de son indiscipline, le supérieur du collège décide de lui donner le fouet. C'était une punition ordinaire à l'époque. Mais Robert ne se laisse pas faire. Il se tortille, se roule par terre et mord le mollet du prêtre. Encore à se bagarrer, Surcouf, maudit garnement. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Je vais te calmer, moi. Robert alors se redresse, se précipite vers la fenêtre et saute du premier étage. Il s'enfuit, uniquement vêtu d'une chemise et d'un pantalon. Mais on est en décembre. La nuit est tombée. Il fait froid et la neige recouvre le sol. Qu'importe, Robert est déterminé. Il veut rejoindre sa maison à plus de 30 kilomètres. Il marche dans le noir et, transi de froid, finit par s'écrouler dans la neige. Heureusement, des marchands l'aperçoivent et le ramènent chez ses parents. Tout autre que lui serait mort d'une pneumonie. Mais Robert, remis de sa mésaventure, supplie ses parents. « Je ne veux pas retourner au collège. Je vous en prie, laissez-moi devenir marin. » Et le gamin convainc son père de le laisser naviguer. À 13 ans, il embarque sur un navire de commerce, le Héron. Robert est-il content ? Pas vraiment. Le petit bateau va de port en port en descendant jusqu'au sud de l'Espagne, mais ce n'est pas la grande aventure dont il rêve quand les marins du Héron lui parlent de leur navigation sur les côtes d'Afrique et d'Asie. Son rêve, les grands horizons. 2 ans plus tard, en 1787, il embarque sur l'Aurore. C'est un 3-mâts en partance pour les Indes. Voilà le jeune Robert parti pour un voyage au long cours de plusieurs mois. Cette route fait doubler le cap de Bonne-Espérance tout au bout de l'Afrique. C'est le cap des tempêtes, où les courants froids et chauds se rencontrent, où des vents forts créent des vagues monstrueuses, où tant de navires se sont échoués. Après des heures de lutte contre les éléments, l'Aurore poursuit sa route vers les Indes. Robert, qui voulait de l'aventure, a été servi et se comporte si bravement que le capitaine Tardivet le félicite pour ses aptitudes à la navigation. Le voyage continue et pendant la traversée, Robert fait la connaissance de Monsieur de Saint-Paul, officier du bâtiment, qui le prend sous son aile et l'initie au métier de marin. Le jeune homme est enthousiaste et apprend vite. Arrivé à Pondichéry, l'Aurore embarque des soldats à destination de l'île de France, l'île Maurice aujourd'hui. Au Mozambique, des esclaves africains montent à bord du navire qui doit partir pour les plantations des Antilles. Oui, Robert Surcouf a navigué sur un négrier dans lequel sont enfermés 600 captifs. Quand le capitaine fait lever l'ancre, il est inquiet. Le temps se dégrade de plus en plus, le vent forcit. Bientôt la mer est secouée par un ouragan. Le capitaine est obligé de mouiller des ancres pour maintenir le bateau et éviter les récifs dans le canal de Mozambique.
Mais le mât se tord, le gouvernail se démonte. L'aurore talonne, les vagues frappent violemment la coque. Elle finit par éclater et s'ouvrir. Le navire va sombrer. Il faut sauver les esclaves. Les femmes et les enfants sortent des cales, mais les hommes sont enfermés dans l'entrepont. Robert tente de les sauver, mais l'eau envahit les cales et les esclaves poussent des cris de terreur. Malgré tous ses efforts, il doit abandonner les malheureux qui meurent noyés. Seuls 269 esclaves en sortiront indemnes sur les 600 à fond de cale. Une fois la tempête apaisée, l'équipage retourne vers l'épave du navire pour récupérer des vêtements et des provisions. Dans les cales, c'est un spectacle d'horreur. L'air empeste à cause des corps en putréfaction. Les matelots qui y descendent, grâce à des cordes passées sous les bras, remontent au bord de l'asphyxie. Ce pénible travail se poursuit 15 jours, période pendant laquelle Robert fait preuve de courage et de dévouement. Enfin, le capitaine Tardivet trouve un navire pour regagner l'île de France, le Saint-Antoine, et élève alors Robert au grade d'officier. C'est ainsi qu'il gagne ses premiers galons. 3 mois durant, le Saint-Antoine erre au gré des vents pour finir par toucher terre en Malaisie. Le capitaine Tardivet embarque alors sur le Charles en direction de l'Inde, puis de Pondichéry à l'île de France sur le Saïgon. Robert navigue dans l'océan Indien et acquiert de plus en plus d'expérience de navigation. En 1791, les nouvelles venues de France en pleine Révolution inquiètent Robert qui décide de rentrer au pays. Il débarque à Lorient et prend une diligence pour Saint-Malo. Ses parents le reconnaissent à peine. J'ai quitté un enfant de 15 ans et je retrouve un homme de 18. Grand, fort, au teint cuivré. Je suis fier de toi, mon fils. Après 6 mois auprès des siens, Robert reprend la mer comme lieutenant à bord du Navigateur. Entre-temps, la France a déclaré la guerre à l'Angleterre et à la Hollande. Les corsaires ne peuvent intervenir que lors d'une guerre. Aucun bâtiment ne peut armer en course, c'est-à-dire attaquer les bâtiments ennemis et les enlever à l'abordage, sans l'approbation des autorités de l'État. Dans le but de briser le commerce maritime anglais, les navires corsaires français vont agresser les convois anglais. Le corsaire n'est pas un pirate. S'il est pris, il est considéré comme un prisonnier de guerre. Mais le pirate est pendu sans procès, car il pille les navires pour son propre compte. L'île de France, bien située entre les Indes et l'Europe, devient un point stratégique pour les corsaires. Surcouf, enseigne auxiliaire à bord de la Cybèle, participe pour la première fois à un combat face à un ennemi redoutable. La flottille anglaise est 2 fois plus puissante que les bâtiments français. Un combat sanglant s'engage, qui voit la victoire du navire corsaire. Surcouf, de plus en plus expérimenté, s'en sort sans une égratignure. Après être resté oisif un moment, notre corsaire trouve un nouvel embarquement à bord de l'Émilie. C'est un petit navire marchand qui a pour mission d'acheter une cargaison de tortues, de maïs et de coton aux îles Seychelles. Il n'a pas le droit d'attaquer, mais seulement de se défendre. Sur le quai, Surcouf déclare à ses armateurs : Vous pouvez espérer qu'avant peu, vous entendrez parler de moi. Il pose le pied sur le pont du navire, sur lequel il est seul maître à bord. Arrivé aux Seychelles, l'équipage aperçoit 2 navires suspects qui prennent l'Émilie en chasse. Ce sont bien des navires ennemis qui les poursuivent jusqu'à la tombée de la nuit. L'Émilie leur échappe en se glissant au milieu des récifs. Officiellement, le navire ne peut plus retourner aux Seychelles puisque l'ennemi y est présent. En réalité, Surcouf se sert de cette circonstance pour prendre une autre route. Une route où croisent des navires ennemis qu'il pourra attaquer. Lors de cette première campagne de course, Surcouf prend 4 navires anglais. Au cours de ses voyages, l'Émilie a été endommagée. Surcouf change de navire pour un brick pilote anglais qu'il rebaptise le Quartier, en hommage au navigateur malouin qui découvrit le Canada. Un soir de janvier, le capitaine Surcouf aperçoit un grand 3-mâts ennemi qui semble faire du commerce.
Il s'agit de la Diana, bientôt capturée avec ses 6000 balles de riz. Le Quartier et la Diana font route ensemble vers l'Île-de-France, quand soudain, la voix de l'homme de quart s'élève. « Navire en vue !» Est-il gros? Oui, capitaine, très gros. Tant mieux. Les prises seront plus fortes. Le navire, luxueux et menaçant, appartient à la Compagnie des Indes anglaises et porte le nom de Triton. Ce mastodonte compte 26 canons et 150 hommes à bord. En face, il y a les 19 hommes de Surcouf. Mes amis, l'anglais est bien fort et nous ne sommes que 19. Voulez-vous essayer de l'enlever par surprise et acquérir à la fois la gloire et la fortune? Ou préférez-vous aller pourrir sur les affreux pontons de l'Angleterre? Les marins savent qu'ils risquent la mort quoi qu'il arrive. Mais ils sont galvanisés par leur capitaine. Surcouf ordonne à ses hommes de s'armer et de rester cachés. Arrivé à portée de pistolet du Triton, il fait hisser le drapeau français. Les corsaires se lancent à l'abordage du Triton, dont l'équipage est saisi, ne s'attendant pas à une telle attaque. Le capitaine anglais est tué, l'équipage repoussé et le malouin se rend maître du navire. C'est une prise d'une incroyable audace, un succès phénoménal. Cette capture fait entrer Surcouf dans la légende. À son retour à Île-de-France en 1796, la foule qui vient de le reconnaître à bord du Triton pousse des vivas et des cris d'autant plus enthousiastes que les provisions de riz arrivent au bon moment, les dépôts de nourriture étant au plus bas. Inspirée par la capture du Triton, une chanson circule encore aujourd'hui. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Si la population se montre reconnaissante, la bureaucratie est plus tatillonne. Pour savoir à qui reviennent les prises des navires capturés par Surcouf, on demande aux armateurs des lettres de marque qui officialisent l'activité en guerre de course. Or, Surcouf, parti sur l'Émilie, un simple bâtiment de commerce, n'avait pas l'autorisation d'attaquer les navires ennemis. Le tribunal confisque alors tous les biens du corsaire, qui entre dans une colère terrible. Dépouillé de ses prises, Surcouf décide de revenir en France réclamer justice. Quand il débarque à Paris, sa renommée l'a précédé. Tout le monde connaît ses exploits. Lors du procès, son avocat le hisse au rang de héros et gagne le procès. Il peut repartir combattre l'ennemi sur les mers. Surcouf quitte Nantes en 1798 sur un navire corsaire, la Clarisse, avec à son bord son frère Nicolas comme second. 2 Surcouf sur un même navire, ça promet. Cette fois, il y a 132 hommes à bord. Au cours de cette croisière, la Clarisse longe la côte de Sumatra. Surcouf repère 2 vaisseaux anglais qui embarquent une cargaison de poivre. Les 2 navires sont pris, mais la Clarisse a subi beaucoup de dommages. L'équipage rentre au Port-Louis de l'Île-de-France avec ses 2 captures. L'aventure continue et le temps passe. Nous sommes en l'an 1800. C'est en mars, alors que Surcouf surveille les réparations de la Clarisse à l'île Maurice, qu'il voit arriver le corsaire La Confiance, réputé merveille sur l'océan. Les armateurs bordelais, propriétaires de La Confiance, proposent au corsaire d'en prendre le commandement. Enfin, c'est le départ. Surcouf, porte-voix à la main, donne des ordres. Tous les hommes à leur poste, prêts à hisser les voiles, larguez les amarres. Les marins commencent à virer au cabestan, en s'accompagnant d'un chant cadencé. Les voiles sont hissées, l'ancre dérape et arrive à l'écubier. Enfin libéré, le navire traverse la baie. Ses voiles se gonflent. Il s'élance, creusant derrière lui un sillon rapide. Au matin du 7 octobre 1800, à l'entrée du Gange dans l'océan Indien, « Gros 3 mâts en vue !» crie la vigie. Plus la Confiance se rapproche du navire, plus celui-ci paraît immense. Il s'agit du Kent, un des plus beaux navires de la Compagnie des Indes anglaises. Il est équipé de 38 gros canons,
437 marins et soldats, un monstre sur l'eau. En face, la Confiance compte 130 hommes et 18 caronades des canons courts. Ridicule face à cette forteresse. Il faudrait l'éviter. Surcouf, lui, décide de lui foncer droit dessus et de le prendre à l'abordage. Tout le monde sur le pont, toute voile dehors. Du café, du rhum, du vin, faites rafraîchir l'équipage. Branle-pas général de combat. Les coffres d'armes sont ouverts. Chacun se munit d'une hache d'abordage. Les quartiers-maîtres ont préparé les redoutables grappins. Tous les hommes sont à leur poste. Surcouf porte à sa ceinture un sabre, un poignard et une paire de pistolets. En face, les officiers du Kent, nombreux et habiles, sont sereins. Ils sont fiers de leur force et savent qu'aucun bâtiment français n'oserait s'attaquer à eux. Les Anglais voient donc arriver ce petit brick sans s'émouvoir. On fait même monter sur les ponts les dames qui voyagent à bord. La Confiance s'élance sur l'ennemi. Barre à tribord. On va l'aborder par la poupe. Depuis l'arrière du navire, la Confiance se trouve à l'abri des boulets de canon anglais, mais peut faire feu sur le Kent. Envoyez les grappins. À l'abordage. Un combat intense s'engage. À présent, le capitaine corsaire est sur le pont anglais. Le combat devient acharné, mêlé de cris, de cliquetis des sabres, de coups de hache. Le commandant anglais reçoit une grenade qui le blesse mortellement. Le second du Kent tente encore une manœuvre, mais finit par rendre les armes. Le drapeau tricolore est hissé sur le Kent. On n'a jamais vu un tel coup d'audace. Drieux, le second capitaine de la Confiance, prend le commandement du Kent. Les deux navires reprennent la route pour rejoindre l'île de France. Le débarquement des corsaires est un long triomphe. C'est à qui aura l'honneur de serrer la main de Surcouf ou la faveur de le recevoir à dîner. Le gouverneur et les notables viennent admirer le superbe Kent. Ils s'étonnent qu'un bateau comme la Confiance ait pu s'attaquer à 4 fois plus gros que lui. Du côté des Anglais, c'est la stupeur lorsque les prisonniers racontent la hardiesse de l'attaque, le sang-froid du capitaine sous la mitraille et la fougue de son équipage. La terreur inspirée par Surcouf est telle que les femmes menacent les enfants, quand ils ne sont pas sages, de le faire apparaître pour les emporter. Surcouf gagne alors son surnom de Tigre des mers, roi des corsaires. On rapporte qu'à un capitaine anglais qui lui disait « Les Français se battent toujours pour de l'argent. Quand les Anglais ne combattent que pour l'honneur, le gloire. » Surcouf répondit « Eh bien, cela prouve une seule chose, que nous combattons chacun pour acquérir ce qui nous manque. » Surcouf est un podcast original de Radio Balise, écrit par Martine Rouillet, avec les acteurs du groupe de lecture à voix haute de Plateau en toute liberté. Les narratrices, Brigitte Hubert-Deville, Françoise Chauvel, Surcouf père et la vigie, Nicolas Mougel, le jésuite et l'anglais, Bertrand Molibou, Robert Surcouf, Jean-François Herry.